Bonsoir, merci d'être venus si nombreux ce soir pour rencontrer Serge Chalandon, que nous sommes très très heureux de recevoir à nouveau pour son dernier livre, Une voix féroce, qui nous a absolument emballés avec Nicolas et qu'on est très 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 heureux de pouvoir vous présenter ce soir. Voilà. Et donc, je vous laisse la parole, les garçons. Ça va, ça marche? Oui. Bon, alors, bonsoir. Serge Chalandon, est-il vraiment besoin de vous présenter, puisque c'est la deuxième fois que vous venez? La dernière fois, c'était pour le jour d'avant. Et il y a peut-être 2 ans. 2 ans. Oui, 2 ans. Et j'en ai encore là. Mais en 2 mots, on peut dire que vous avez été toujours journaliste. Vous avez été journaliste grand reporter à Libération pendant assez long, semble-t-il. Et ensuite, enfin maintenant, vous travaillez au Canard enchaîné, dans lequel vous donnez une chronique comme ça toutes les semaines. Bon, vos livres, on les connaît, c'est Traître, enfin, c'est ce que je préfère, Retour à Québec, le quatrième mur, magnifique, mais ils sont tous en poche, là on peut les trouver à l'entrée pour ceux que ça intéresse, et pour compléter votre collection. Et celui-ci est encore différent des autres. Il est peut-être plus, nous verrons, vous le direz tout à l'heure, peut-être plus personnel, mais avant d'entrer dans la chair du livre, j'aimerais vous poser une question, enfin, lancer sur une citation qui se trouve plutôt vers la fin du livre, parce que l'histoire, l'héroïne, la narratrice, est une libraire, donc il y a beaucoup de, comme on se trouve dans une librairie, voilà. Et elle fait beaucoup de réflexions sur des livres qu'elle offre, de son rapport à la lecture, et même le lieu de la librairie dans lequel il se passe différentes choses. Et donc elle note ici, contrairement à la vraie vie, les hurlements, les pleurs, les rires, les cris, les joies, les drames étaient prisonniers des pages. Le tumulte ne s'offrait qu'à celui qui les ouvrait. Mais j'avais quitté le domaine de la fiction. Alors, j'ai 2 questions à propos de cette citation. D'abord, comment appréhendez-vous ce lieu de la librairie? Comment est-ce que ça joue dans votre vie, voire dans votre écriture? Et est-ce que ce nouveau roman s'éloigne un peu plus de la fiction que d'autres? Alors, d'abord, pourquoi j'ai pris une libraire? Parce que, voilà, pour la première fois de ma vie, je suis une femme. J'ai une copine qui a lu le livre il y a quelque temps et m'a dit « Tu es une sacrée nana ». C'est un compliment. Pour la première fois, je suis une femme, donc je m'appelle Jeanne. Et Jeanne va être malade et je me suis tout de suite trouvé confronté à quelque chose qui est simple. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on tombe malade? Donc là, je parle de la librairie. Et au début, Jeanne, en fait, je vais tout vous dire, vous êtes dans mon arrière-cuisine, Jeanne était prof. Et quand vous êtes prof et que vous tombez malade, c'est très compliqué. Il y a le rapport aux élèves, il y a le rapport à l'administration, il y a le rapport au directeur, etc. Et je me suis dit, il va me falloir 5 ou 6 chapitres juste pour qu'elle dise qu'elle est malade et juste pour qu'elle puisse se mettre en arrêt maladie. La librairie, c'est plus simple. Librairie indépendante, vous en parlez à votre patron, à votre patronne, et ça y est, le tour est joué. Donc, c'est pas pour ça que j'ai choisi une libraire. Mais en tout cas, je voulais une personne du livre. Donc, soit prof, soit libraire, et finalement, ce sera libraire. Parce que je voulais quelqu'un qui ait une vie de lecture, une vie dans les pages. Donc moi, ce que je souhaitais, et j'ai donné naissance à Jeanne, qui a une vie, en fait, je ne dis pas que c'est parce qu'elle est libraire, c'est parce que c'est cette femme-là, qui a une vie morne. Une vie morne, en fait, c'est une ombre d'homme, Jeanne. Elle sait absolument tout ce que son mari fait. Elle travaille dans une agence, je ne suis pas plus précis que ça, mais elle connaît tout. Elle connaît ses patrons, ses amis, ses ennuis, ses emmerdes. Elle sait tout de lui et lui ne sait rien d'elle. Il sait à peine le nom de la librairie dans laquelle elle travaille.
Elle ne connaît évidemment pas le nom du jeune stagiaire qui vient d'être embauché. C'est-à-dire que moi, ce que je voulais, c'est ça. C'est une femme qui s'échappe de sa condition, qui s'échappe de ce qu'elle est par les livres. Et les livres, effectivement, c'était pour elle le lieu du tumulte, le lieu du brouhaha, mais aussi le lieu de la romance, le lieu de la tristesse, le lieu des larmes, etc. Donc, paradoxalement, pour Jeanne, ce lieu de la fiction qui est la librairie et que sont les livres était devenu sa vraie vie. Et moi, ce que je proposais à Jeanne, dans ce livre-là, c'est qu'elle sorte de la fiction, c'est qu'elle sorte des livres, et je le fais rapide, parce que, voilà, comme ça, mais moi, Jeanne, j'avais envie qu'elle se retrouve avec une arme à la main, avec un pistolet automatique, pour une libraire. Vous vous rendez compte? Ben voilà. Et moi, ce que je veux, c'est que brusquement, ça ne soit plus dans les livres, ça soit dans la vraie vie de Jeanne. Donc, mon rapport à la librairie et mon rapport au livre, c'était de mettre en place la vie d'une femme qui ne vivait qu'une fois les livres ouverts. Et je trouve, moi, que la librairie, comme d'ailleurs la bibliothèque, pour moi, c'est le lieu, lorsque j'étais enfant, c'est bizarre, j'ai eu cette chance-là, chance d'être dans une famille où on ne lisait pas. Non seulement où on ne lisait pas, mais lire était suspect. Donc moi, mon premier acte de résistance, c'était de lire en cachette. Vous imaginez, pour un jeune, lire en cachette, c'était un acte de résistance. Et donc le bonheur que j'ai eu dans les librairies, en cachette, dans les bibliothèques, j'étais à Lyon à l'époque, il y avait une grande bibliothèque qui était à Saint-Jean, c'est là où j'ai rencontré Jules Vallès, où j'ai rencontré Zola, où j'ai rencontré tous ces qui étaient interdits à la maison, parce que c'était soit communiste, soit rouge, soit juif. J'avais une famille lyonnaise normale. Tous ces gens-là m'ont empêché d'écrire, m'ont empêché de lire, m'ont empêché de vivre, m'ont empêché de penser et de réfléchir, et je les en remercie, parce que lire, pour moi, c'est devenu se battre. Donc, pour plein de jeunes, lire, c'est l'école. Et pour moi, lire, c'était résister. Donc voilà, pour moi, la librairie, le libraire, les livres, c'est la résistance. Et je l'ai vécu extrêmement jeune. J'ai résisté parce que je lisais. Et ça ne m'a jamais quitté. Et j'écris toujours parce que je résiste. La deuxième question. Il y avait deux questions. C'était quoi la deuxième? Si ce livre-là, parce que vous terminez la citation... Ah oui, je ne m'éloigne pas. Oui. Est-ce que je m'éloigne de la fiction? Non, c'est-à-dire que là, je m'appelle Jeanne et je suis une femme malade. Dans le livre d'avant, j'étais frère d'un mineur. Dans le livre d'avant, j'étais luthier. Dans le livre d'avant, j'étais restaurateur de tableaux du 19e. Je reste dans la fiction, mais une fois encore, c'est une blessure ou un accident de la vie. En tout cas, c'est un problème intime qui a donné naissance à ce livre-là. Je ne suis pas venu devant vous en disant, heureusement, vous vous rendez compte, je ne suis pas venu devant vous en disant, voilà, j'ai fait un livre sur le cancer, parce que je trouve que c'est un super sujet de société. Vous m'auriez pendu par les pieds dehors, et ça aurait été normal. Voilà, je suis venu parce que le cancer a frappé à ma porte, comme la trahison a frappé à ma porte en Irlande, comme mon père fou a frappé à ma porte aussi, comme la guerre a frappé à ma porte. À chaque fois, il a fallu un déclic, et cette fois-ci, c'est celui-là. Pour en faire quelque chose de lumineux, pas quelque chose de sombre. Ah oui, oui. Il faut dire que le livre est vraiment très agréable. Enfin, d'abord, on rentre tout de suite dans le livre, c'est ce que je voulais dire en commençant. On rentre tout de suite dans le livre, on est tout de suite pris par l'histoire. Hein, et c'est pas du tout un livre sinistre. Hein, non, c'est ce que je vous disais en aparté. C'est pas un livre sur le cancer, c'est un livre à cause de lui. Ou comme dit ma femme, c'est un livre grâce à lui. C'est compliqué à entendre, compliqué à expliquer, compliqué à dire, mais je peux vous dire que je le lis très volontiers. Alors, ce premier, vous parliez de résistance, c'est son premier acte de résistance à cette Jeanne qui effectivement découvre qu'elle a un cancer du sein, qui passe différents examens, etc. Elle va rencontrer également 3 autres femmes qui sont dans la même situation qu'elle, plus ou moins, enfin, donc tenir l'écoute. Et elle, son premier acte de résistance, c'est d'acheter un cahier sur lequel elle écrit tout. Et ce cahier, c'est un peu aussi l'histoire de ce livre, puisque c'est elle la narratrice, et donc elle nous raconte l'histoire, en même temps qu'elle note des choses concernant sa maladie. Alors ce cahier, en fait, il n'est pas très présent dans le livre. Il existe parce que j'ai envie qu'il existe, mais
C'est un peu le cahier de Tyrone Meehan, le traître en Irlande, qui écrit dans son cahier. Moi, j'ai besoin de consigner des choses. Pour moi, c'est important. Mais pourquoi? Parce que c'est quand même la base. Pourquoi j'ai écrit ce livre? Et là, on va parler d'un premier acte de résistance. En janvier 2018, le cancer frappe à la maison, donc ma femme, atteinte d'un cancer du sein. Et la première chose que nous faisons en sortant de l'hôpital, et c'est important parce que cette scène est dans le livre et elle est fondamentale. Sans cette scène-là, je n'aurais pas écrit ce livre-là. On sort de l'hôpital, il y a encore les fêtes de Noël qui traînent dans la rue, la joie repue, là, le 1er janvier, toutes ces choses-là qui sont lumineuses. Et nous sommes terrassés. Nous marchons, qu'on a l'impression que plus rien n'est pareil. Le ciel, les gens, la rue, plus rien ne ressemble à ce que c'était lorsque nous sommes entrés à l'hôpital. Et on doit aller chercher un colis. C'est tout bête. Un colis, non pas Amazon. Non, je le dis pour pas qu'il y ait de malentendu. En tout cas, un colis qu'on doit aller chercher chez un quincaillier qui reçoit les colis. Bon. Et moi, je ne veux pas y aller. Il me dit, écoute, il faut qu'on continue de faire ce qu'on faisait d'habitude et ce qu'on aurait fait si les résultats avaient été bons. Et donc, on va chez ce quincaillier. Et là, et cette scène est dans le livre, il y avait une longue file d'attente. Nous attendons longtemps. Et quand elle arrive au comptoir, il y a une petite dame avec une canne, comme ça, une Tati Daniel, qui pousse tout le monde et qui la pousse du coude alors qu'elle est sur le comptoir. Maintenant, c'est à elle. Hein. Et elle lui dit, j'ai une carte d'invalidité, vous voulez la voir? Et ma femme a dit, j'ai un cancer, vous voulez le partager? Ça ne lui ressemblait pas. La phrase qu'elle vient de dire là, c'était pas sa phrase à elle. C'était pas son regard à elle, c'était pas son maintien à elle, c'était pas son attitude. Moi, j'ai une femme comme Jeanne qui est d'une politesse exquise et qui aurait dit, mais je vous en prie, madame. Et là, brusquement, elle se fige, elle lui dit ça, la petite dame recule comme effrayée, c'est extrêmement impressionnant. Et dehors, sur le trottoir, ma femme me regarde et elle me dit, désormais, je suis en guerre. Et ce mot, je suis en guerre, et cette phrase, cette attitude qu'elle a eue chez le quincaillier, pour moi, c'était la première fois où, effectivement, ma femme avait changé. Pour la première fois, je voyais en elle ce que le cancer provoquait, c'est-à-dire, non pas je baisse les bras, mais je vais me battre. Et je suis en guerre, et il n'est plus temps de marcher sur les pieds. Personne, ni la maladie, ni les petites dames avec une carte d'invalidité qui sont extrêmement impolies. Cette petite dame aurait souri, elle aurait fait, évidemment, je vous en prie, madame. Et ça, à ce moment-là, tout de suite, je me suis dit, il faut que j'écrive. Donc elle s'est acheté un cahier, je me suis acheté un cahier, et je lui ai dit, est-ce que ça te dérange? Moi, j'ai besoin de mettre les choses à distance. Donc les écrire, pour moi, ça les met à distance. Quand je suis allé au chimio avec elle, etc., j'avais besoin d'écrire ce qui se passait, comme elle avait besoin d'écrire ce qui se passait. Ces femmes-là, ces filles que Jeanne va rencontrer, ces 3 femmes, en fait, je les ai rencontrées en chimio. C'est-à-dire que je ne savais pas, moi je ne savais pas ce qui allait se passer. Je ne savais pas comment tout ça allait tourner, et le problème que j'avais, que je me suis posé moi, c'est de quel droit? C'est pas parce que ma femme a un cancer du sein que j'ai le droit d'écrire un livre sur le cancer du sein. C'est pas suffisant. Donc ce que j'avais commencé, je pensais à un roman, et je pensais lire elle. Elle combat, elle me dit qu'elle est... Et ce elle éloignait tout ça de moi. Et ce elle éloignait ce personnage, Jeanne, du lecteur, ou de la lectrice. C'est-à-dire que tout ça devenait lointain et figé et un peu morne. Et heureusement, et je pèse mes mots, j'ai pas peur, je pèse mes mots. Heureusement, 11 jours après, je suis frappé à mon tour. 11 jours après, mauvaise nouvelle pour moi, le médecin fait exactement le même mot, la même chose. Il regarde les analyses, il regarde ma radio et il dit « Ah, il y a quelque chose ». Mot pour mot, ce qu'il vient de dire à ma femme « Ah, il y a quelque chose », c'était pas le même, mais en tout cas. Et la première chose que je me dis, c'est pas « Ah, j'ai un cancer ». Je me dis « Ça y est, je peux écrire ». Donc je suis désolé de vous balancer ça comme ça, mais pour moi, il était important, enfin, j'allais être restitué dans le droit d'écrire. Donc nous sommes dans la fiction. Parce que moi, je ne veux pas écrire quelque chose sur un cancer d'homme. Un cancer des garçons, ça ne m'intéresse pas.
Mais je suis dans la fiction, je peux devenir Jeanne. Je demande à mon médecin, qui a été adorable, je lui demande de ne pas être opéré. Je devais être opéré en février 2018, et j'ai demandé d'attendre 7 mois, 8 mois avant d'être opéré. Parce que je voulais que le cancer soit en moi pour écrire. Je voulais qu'il soit en moi pour le travailler. Et ça, évidemment, si je le dis, c'est parce que mon médecin m'aurait dit non, non, il y a urgence, ok. Mais il m'a dit, vous avez le temps. C'est un petit cancer pépère, c'est comme un gros chat, il ronronne, vous pouvez mourir avec, vous ne le saurez pas, c'est pas un souci, vaut mieux l'enlever. Donc moi, ce que je peux dire, c'est, je garde pépère, parce que je veux le sentir, parce que je veux prendre les médicaments, je veux aller à l'hôpital, etc. Et je vais commencer à écrire avec ça. Et ces femmes-là, donc, moi, je sais que je vais être Jeanne, je sais que j'ai un cancer du sein, le mien, on l'oublie pour que je vive mon cancer du sein aux côtés de ma famille, aux côtés de Jeanne. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Avec la trahison, j'ai écrit Mon traître et retour à Quillybex. Avec mon père, j'ai écrit Profession du père. Avec la guerre, j'ai écrit Le quatrième mur. Mais là, je vais faire quoi avec ça? Je pourrais faire un livre sur le thème, elle a un cancer, elle se bat, ça n'a aucun sens. Je peux pas. Ça s'appelle une joie féroce, pas au fond du trou, c'est autre chose. Et donc moi, ce que je me suis dit, voilà, cette femme-là, Jeanne, je vais la faire sortir de la librairie, je vais la faire sortir du couple. Alors, je pense qu'on parlera de maths, peut-être. Mais en tout cas, je veux la faire sortir. Je veux qu'elle soit seule et qu'elle tombe, non pas sous la coupe, mais qu'elle tombe, non pas entre les mains, mais qu'elle tombe en amitié, en amour presque, avec 3 autres filles qui est comme elle. Donc, oui, son premier acte, c'est de se séparer de tout ce qui faisait la petite Jeanne. Jeanne Pardon, on l'appelle. Parce qu'elle disait pardon, pardon, pardon. Donc, Jeanne Pardon, ce n'est pas son vrai nom, c'est un petit nom que ses copines lui donnaient. Je veux qu'elle se sépare de tout ça pour pouvoir entrer en résistance. Et ces 3 femmes-là, je les ai rencontrées plus ou moins pour en faire des personnages. Donc voilà Jeanne qui n'est plus libraire, elle est malade. Voilà Jeanne qui n'est plus dans les livres. Voilà Jeanne qui ne sait plus ce qui va lui arriver. Voilà Jeanne qui n'est plus chez elle. Voilà Jeanne qui jette la clé de chez elle dans la Seine. Voilà Jeanne qui se trouve avec 3 copines. Et voilà Jeanne qui dit, c'est bizarre, elles sont en train de préparer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Voilà, alors là, déjà, beaucoup de choses sont dites, mais le roman est plein de surprises. Moi, je trouve qu'une des choses qui m'a tout de suite frappé dans cette lecture, enfin, qui m'a tout de suite séduit, c'est à quel point vous mettez vraiment dans le corps d'une femme que la façon dont vous décrivez ses sensations, etc. Et parallèlement à ça, puisque vous en parlez, parlons-en tout de suite, il y a une chose qui est... Autant les personnages féminins sont fascinants quoi, dans ce livre, autant il faut dire que les personnages d'hommes sont pas très reluisants, notamment le mari de Jeanne, Matt. dont j'avais parlé, et même le mari d'une autre qui n'apparaît pas, mais dont elle nous raconte l'histoire, Franck, là, qui est comme un petit garçon, quoi, qui joue toujours, qui joue à la guerre. Alors là, c'est une autre guerre, c'est la fausse guerre, quoi. Et oui, j'avais noté aussi quelque chose qui est tout à fait frappant aussi, c'est dans le langage de la malade, quand elle... Sur les garçons? Non, sur Jeanne, quand on lui annonce son mal, enfin que ses mains sont pas bonnes, et tout ça. Oui, c'est ça. Elle dit deux choses. Elle dit à son oncologue, mais je pleure quand? Et c'est ce qui s'est passé avec ma femme. Et elle dit aussi, au lieu de demander si ça fait mal ou si c'est quelque chose d'agressif ou je sais pas quoi, elle dit est-ce que c'est gentil ou est-ce que c'est méchant? Oui. Ça, c'est un langage d'enfant. Est-ce que ça veut dire qu'on réagit? Alors, d'abord, ce Je pleure quand, c'était avant de sortir de l'hôpital. C'était avant la petite dame avec sa petite canne. C'était avant tout ça. Et donc, moi, je suis dans un coin de la pièce. Ma femme est assise sur la table d'examen. Et il y avait le médecin était parti. Et il y avait juste une petite infirmière toute jeune qui était en train de ranger des instruments et qui lui tournait le dos. Et il lui dit, excusez-moi, mademoiselle. L'infirmière se retourne, elle la regarde, et ma femme lui dit, excusez-moi, madame.
mademoiselle, je pleure quand? Et l'infirmière vient vers elle, lui ouvre les bras et lui dit maintenant. Je me suis dit, ce genre de choses, il ne faut pas que ça se perde. Moi, j'ai pas envie que ça reste dans le secret d'un hôpital. Je trouve que c'est d'une beauté incroyable. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui que l'on parle de l'hôpital, etc., ça existe, ce sont des moments comme ça qui sont incroyables. Et ce je pleure quand et je suis en guerre ont été les deux choses qui ont été déterminantes. Après, oui, c'est vrai que brusquement, c'est pas que vous êtes un enfant, c'est que vous n'avez pas les mots. Donc, ce je pleure quand, est-ce que c'est bien ou mal, est-ce que c'est gentil ou est-ce que c'est méchant, ce sont les petits mots, les peu de mots qui restent pendant l'effroi. Il faut se reprendre. Mais tant qu'on n'est pas repris, je trouve que les mots et les phrases sont extrêmement faibles. Pourquoi Jeanne se retrouve seule? C'est ça que vous voulez? Oui, enfin, c'est-à-dire Les garçons. le fait que les hommes fuient beaucoup. Eh oui, mais c'est... Alors, donc, Ce qui n'arrive jamais dans la vie. encore une fois, vous allez être dans mon arrière-cuisine. Moi, ce que je voulais, au début, et j'avais écrit ça comme ça, je voulais que Jeanne quitte Matthew, qui est son mari. Qu'elle le quitte, et je voulais que ce soit ça son premier acte de résistance. Qu'elle le quitte pour être... parce qu'il était là un peu, tu vas avoir mal, insupportable, et qu'elle n'a pas besoin de ça, qu'elle n'a pas envie de quelqu'un qui pleure sur son épaule. Et donc j'avais commencé à écrire ça avant la première chimio. Et la première chimio avec ma femme, j'y vais, et il y avait deux dames qui pleuraient dans des box, et je demande si ça fait mal. Et une infirmière dit non, c'est pas que ça fait mal, c'est que les maris sont partis. C'est pour ça qu'elle pleure. Après, je me suis renseigné. Une femme a 6 fois plus de risques d'être quittée par son mari, 6 fois plus de risques d'être quittée par son mari, si elle tombe malade brusquement ou si elle tombe sous le coup d'un handicap brutal. 6 fois plus. Et je me suis dit, eh ben, tu sais quoi? Après, j'ai été beaucoup en chimio. J'ai pas vu les hommes. Les femmes étaient accompagnées par leurs sœurs, par leur mère, par leurs copines. Il n'y avait pas beaucoup d'hommes. Il y en avait, je vous rassure. En plus, j'ai fait de maths, non pas un Français, mais un Canadien. Donc, voilà, les hommes français sont saufs. Mais, en tout cas, c'est imposé à moi le fait que si je faisais partir maths, ben, ça ne serait pas étonnant du tout. Et il ne part pas parce qu'il aime quelqu'un d'autre. C'est pas ça, c'est pas un chien, maths. En plus, moi, j'ai fait un truc encore pire. J'ai donné une circonstance atténuante qui est énorme. Ils ont perdu un enfant il y a très longtemps et depuis, le couple ne va pas très bien. Voilà, donc je lui donne en plus une explication. Je suis au cas. Mais en même temps, ah non, je ne peux plus dire ça depuis Macron. Comment on peut dire si on ne dit pas en même temps? Enfin bon. Simultanément. Mais oui, mais alors là. Mais simultanément, je me retrouve dans un lieu, effectivement, où les hommes sont absents. Donc Matt, il va faire ce qu'il fait, ce que les hommes font souvent, et je peux dire qu'avant d'écrire, et après, plein de femmes sont venues me voir en me disant, Matt, c'était Roger, c'était Paul, c'était Julien, enfin bref. Ils s'en vont pour une raison toute bête, toute simple, c'est je ne veux pas te voir souffrir. C'est ce qu'ils disent. Je ne veux pas te voir souffrir. 2, je sais que tu es courageuse, je sais que tu es brave, tu vas y arriver, et prends soin de toi. Ça, c'est, je trouve, et alors, je ne l'ai pas fait pour Matt, parce que je ne suis quand même pas un chien. Mais quand la femme est guérie et que ses cheveux repoussent, tout petit court, il y a des hommes qui reviennent. Mais t'es mignonne, toi? Et les femmes les reprennent. Alors ça, je me suis dit, je ne vais pas quand même aller jusqu'au bout de l'ignominie pour Matt, il part déjà, c'est déjà quelque chose. Mais mes copains qui lisent se disent, j'ai plein de copains qui l'ont lu et qui me disent, en même temps, Matt, je comprends. Et donc, voilà, je crois que je n'ai pas forcé le trait. La réponse sous-tendue, non, ce n'est pas un livre pour se manger des hommes. Pas du tout. Non, mais elle était un peu sous-tendue, parce que Matt qui a fait ci, l'autre qui a fait ça, etc. C'est un livre parce que dans tous les romans, pour ceux qui les ont lus... Je disais ça parce que le Matt en question Oui. lui fait tout un tas de réflexions assez malvenues. Oui, c'est sur le fait qu'elles ne sont pas bonnes. Mais oui, ce sont les réflexions que beaucoup d'hommes font aux femmes. La première terreur de l'homme, c'est « tu vas perdre un sein ».
c'est pas tu es malade, tu vas perdre un sein. Deuxième terreur, tu vas perdre tes cheveux. C'est les deux terreurs de l'homme, tu vas perdre ta féminité. Et cette terreur-là, c'est insupportable à entendre. Une femme qui vient de tomber malade, elle n'a pas besoin, en plus d'un mec qui se demande s'il va avoir ses deux seins. Ça, c'est juste, c'est pas possible. Maths, j'ai fait un maths basique. C'est pas, oui, c'est un bon, je sais pas, mais c'est pas un monstre. C'est quelqu'un qui était tellement fier d'être avec sa belle rousse il y a très longtemps. Il perd un enfant, ça l'a poqué, la tête, boum. Et puis là, elle est malade, non, faut pas non plus exagérer. Maths, et on l'a un peu, on lui a menti sur la marchandise. C'est pas elle qui l'aime, c'est une autre, une plus jeune. Donc c'est ça, Maths. Donc moi, ce que je voulais, deux choses. La première, c'est pourquoi je suis Jeanne, pourquoi je suis une femme. Parce que pour ceux qui ont lu ce que j'avais écrit auparavant, les femmes sont assez absentes de mes romans. Elles ne sont pas beaucoup là. Elles sont dans la marge, elles sont un peu dans l'ombre. Sauf peut-être dans le quatrième mur. En même temps, c'est Antigone, elle meurt. Donc, bon, elle est très belle, mais elle meurt. Donc, j'ai pas offert la fraternité ou la sororité, mais je trouve fraternité féminine en tout cas. J'ai pas offert la résistance, j'ai pas offert la colère, j'ai pas offert le respect, j'ai pas offert la beauté d'âme à une femme, jamais. Là, c'est fait. Donc, mon but, c'était ça. C'était pas de faire chier tous les maths de la Terre. C'était pas de... En plus, il y a un très beau flic. Voilà, je vous le dis, il est breton, normal. C'est pas parce qu'il est flic qu'il est beau, parce qu'il est breton. Il y a un très beau flic breton, il est extraordinaire. Il y a même un receleur, il y a un four qui est très sympa, à la Audiard, quoi, le mec... parce que les filles, je vous l'ai pas encore dit, mais je peux vous le dire. Par contre, il y a un banquier qui n'est pas très sympathique. Ah, mais ouais. Ça, c'est un banquier, parce que... Et c'est un banquier, ça veut dire que... J'espère que vous ne le connaîtrez pas, mais si vous avez connu ça déjà, quand vous êtes malade, il n'y a plus de banquier. Il n'y a plus de prêt. On ne prête pas à quelqu'un qui est malade. Vous avez une feuille de soins qu'il faut remplir, et vous êtes interdit de prêt bancaire pendant 5 ans. Et 5 ans encore, pour être tout à fait sûr qu'il n'y aura pas de récidive. Donc si vous avez besoin d'argent parce que, on y vient, parce que mes filles ont besoin d'argent urgent, les banques, c'est terminé pour elles. Il faut qu'elles trouvent de l'argent ailleurs. Il n'y en a pas dans les librairies, on le saurait. Il n'y en a plus dans les banques, on le sait maintenant. Il en reste un petit peu dans les bijouteries. Et c'est pour ça que les 3 filles, quand elles se demandent, Jeanne, mais qu'est-ce qu'elles préparent, ces filles bizarres? Elle les aime bien, mais elle a quand même un petit peu peur. Ce qu'elle prépare, en fait, c'est le cambriolage d'une grande bijouterie de la place Vendôme pour avoir de l'argent, parce qu'il leur faut cet argent de façon impérative. Ces 4 femmes, elles sont désenfantées. Toutes les 4, elles ont eu un problème d'enfant, toutes les 3, pardon, et l'une d'elles, parce que je n'ai pas donné les prénoms. Il y a Brigitte, il y a Assia, il y a Jeanne, et il y a Mélodie. Et Mélodie, la plus jeune d'entre elles, a un problème d'enfant, il faut de l'argent impérativement. Et c'est pour ça que mes 4 femmes vont préparer un grand casse dans une grande bijouterie de la place Vendôme. Casse qui, selon un policier, copain policier que j'ai vu il y a quelques temps, qui m'a dit, tu sais, Serge, c'est un mode d'emploi. Alors j'espère que ça ne va pas être pris à la lettre, mais en tout cas, c'est un casse qui tient debout. Mais on a bien compris que le casse, c'est simplement c'est l'inverse de la vie de Jeanne. C'est l'inverse de ce qu'il y a dans les livres. C'est-à-dire que ce ne sont pas des bandits. Ce casse-là, c'est une sorte de mise en abîme de ce à quoi on peut tendre lorsqu'on est malade, lorsqu'on est le dos au mur, lorsqu'il faut vivre, lorsque les priorités ne sont plus les mêmes, lorsque les urgences ne sont plus les mêmes, lorsque les amis, où ils sont les amis quand on est malade? Où ils sont? Voilà. Et brusquement, ces 4 femmes-là, eh ben, elles vont vivre pleinement. Et j'ai été avec elles pendant les 9 mois. Le casse, je l'ai écrit à l'hôpital. C'était bien parce que j'étais avec les tubes, les draps, les trucs. Et j'avais cette joie féroce dont le titre du livre, j'avais cette joie féroce. J'ai tout fait pour qu'elles réussissent. Elles ont réussi. Et parenthèse, et j'ai préparé le casse de façon technique pendant 2 mois avant de rentrer à l'hôpital pour que ça soit possible. Donc je fais juste pour vous expliquer. Je ne vous explique pas ça comme ça, mais c'est une grande bijouterie parisienne. Donc tout ce qui est dans le livre est vrai, qui était en travaux. Et ils avaient ouvert une bijouterie éphémère au premier étage d'un immeuble, sans plaque, sans rien du tout. Miracle absolu. Et dans cette petite bijouterie éphémère, tout était possible.
il y avait pas pignon sur rue, donc tout était jouable. Et moi, je suis entré plusieurs fois, parce que je devais acheter une bague à ma femme pour ses 50 ans et pour la fin de la chimiothérapie. Et à chaque fois, j'ai fait des choses que vont faire mes filles, voir ce qui se passait. J'y suis allé avec 2 sacs. Ils ont ouvert les sacs? Non, ça marche. Donc c'est pour ça que mes filles ont des sacs. Je ne peux pas. Moi, je suis journaliste aussi, au fond de moi. Et c'est important pour moi. Si l'un des appariteur avait ouvert mon sac, j'aurais dit, ah, donc, Assia, Jeanne ou Mélodie ne peuvent pas entrer sans qu'on leur ouvre le sac. C'est faux. Par exemple, encore un autre exemple. Elles prétendent vivre à l'hôtel Ritz. Ça se fait beaucoup, on est au Ritz, et puis on va à Place Vendôme pour acheter, puis on rentre à la maison. Mon problème, c'est est-ce qu'on peut rentrer au Ritz comme ça pour aller au bar? Parce qu'elles ne vont pas prendre une chambre, c'est trop cher. Mais en tout cas, elles vont aller au bar pour faire croire qu'elles vivent là. Donc j'ai demandé à ma belle-mère, Dieu merci, et j'ai demandé à ma femme, qui avait encore son petit bonnet, d'aller au Ritz, chacune avec un sac, passer les porte-tambours, aller jusqu'au bar, boire un coup et repartir. Est-ce qu'on ouvre les sacs? Non. Est-ce qu'on leur demande quoi que ce soit? Non. C'est possible. Mes filles peuvent le faire. J'aurais jamais envoyé mes 4 filles dans un traquenard s'ils n'avaient pas testé avant. La voie était libre. C'est pour ça que je l'ai fait. On reviendra tout à l'heure, si vous voulez, sur ce cas et sa préparation. Mais avant, j'aimerais revenir pour terminer sur le thème de la guerre, parce qu'il n'y a pas que cette guerre, il y a aussi d'autres guerres dans ce livre, et notamment des guerres qui sont héritées, par exemple, de l'histoire des grands-pères respectifs. Alors, il y en a un qui est, on suppose, plutôt héroïque, et l'autre vraiment pas du tout. Il y a la guerre des fils morts dont vous avez parlé. Il y a une scène, enfin 2 scènes jumelles dont on peut peut-être parler. Le massacre des Arméniens aussi. Oui, il y a aussi le massacre des Arméniens. Il y a une fausse guerre avec un faux militant qui dit que c'est un grand résistant argentin. Et il y a surtout une scène très frappante, donc, qui rejoint l'histoire du personnage, c'est que le jour où elle se rase les cheveux, elle n'ose pas se regarder tout de suite. Elle attend un moment. Quand elle est chez elle, elle découvre son aspect. Ses copines. Oui, et là, en découvrant son image dans le miroir, lui revient d'autres images inattendues qui ont à voir avec son histoire familiale. Et ça, c'est le pendant de la scène, c'est le résultat de la scène où, au contraire, quand elle va chez le coiffeur pour se faire raser la tête, c'est une scène d'une sensualité, d'une délicatesse incroyable, et on a l'opposition. Et là, c'est encore un rappel de la guerre. Oui, puis c'est la première chose que ma femme m'ait dite lorsqu'elle s'est vue. Je peux vous lire la phrase? Bien sûr, bien sûr. Oui, elle dit dans ces presque ténèbres, parce qu'elles ont éteint les lumières pour pas que le choc soit. Dans ces presque ténèbres, serrées les unes contre les autres, se tenaient toutes les victimes des hommes, les réprouvés, les prostituées d'hier, les femmes adultères, les bagnardes, les sorcières, promises au bûcher. Et alors là, je me pose une question d'ailleurs en relisant ça. Est-ce qu'en énumérant ces prostituées, bagnardes, sorcières, promises au bûcher, est-ce qu'elle ne se met pas inconsciemment aussi dans la position de quelqu'un qui serait en faute, comme si la maladie la mettait en faute? La première chose qui arrive lorsque un cancer frappe, c'est la culpabilité. Même si c'est un cancer qui n'a strictement rien à voir avec le fait d'avoir trop fumé, trop mangé, trop bu, etc., la première chose que les gens demandent au médecin, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et ça, c'est quelque chose qui est bouleversant, parce que, évidemment, la réponse est rien, mais la première chose que l'on ressent, c'est pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, oui, donc elle se retrouve du côté de toutes celles qui ont été rasées parce qu'elles avaient fait mal, soi-disant, dans les yeux des hommes. C'est-à-dire, les prostituées étaient rasées au Moyen-Âge, etc. C'est-à-dire que l'image que ça renvoie,
c'est pas une image de malade, c'est autre chose. C'est une image de taularde, c'est une image de bagnarde, c'est une image de réprouvé. Et c'est l'une des violences les pires. C'est pour ça que lorsqu'un homme dit « tu vas perdre tes cheveux », donc généralement les femmes se font couper, raser les cheveux avant qu'ils ne tombent par plaques, parce que les hommes se plaignent. Et plein de copines m'ont raconté leur homme qui se plaint parce qu'il y a des cheveux dans la bonde de la douche et sur l'oreiller. Et ça, c'est juste, tu as envie de le... Voilà. Et bien, pour éviter ça... Comme dit une des filles, quand elle raconte ça de son mari, elle dit « c'est un connard de compétition ». C'est un connard de compétition. Mais donc, elle préfère, c'est ce que ma femme a fait, ce que plein d'autres femmes font, elle préfère aller voir des coiffeurs exprès, je ne savais pas que ça existait, avec eux-mêmes, je trouve ça extrêmement élégant, ils ont des sortes de petits stores qui se baissent devant le miroir, si vous ne voulez pas assister à l'abattage. Et donc, vous pouvez demander à ce que le miroir se baisse. Et le moment, c'est après, tout de suite, à gauche ou à droite, vous pouvez acheter un foulard tout de suite. Mais viendra quand même le moment où il faudra enlever ce foulard et se regarder en face. Et ce moment-là, Jeanne a choisi de le faire avec ses copines, ou plutôt, ses copines ont choisi de le faire avec elle. Oui. Il y a pour en terminer avec cette histoire, il y a une constante aussi, c'est que tous les personnages qui ont un cancer qui se déclenche dans le livre, comme dans la réalité, c'est toujours à la suite d'un choc ou d'un événement traumatique, comme si le cancer était déjà en eux, en elle, et qui se réveillait d'un coup. Oui, ce qui n'a pas été notre cas, donc là nous sommes dans la fiction. Bon, d'accord. Bon, pour ce qui est de la... Oui, alors, autre chose aussi avant de parler du casse, vous avez déjà parlé, une chose sur la place des livres, parce que Jeanne passe son temps à soit offrir des livres à ses amis, à ses copines, soit à lire, par exemple, pendant qu'elle est en traitement, des choses là. Et ce sont toujours des livres, comme par exemple le livre de François Géraud sur l'Anglais Salomé, ou des choses comme ça. Est-ce que là, les mots ne servent pas aussi à resserrer les liens entre ces femmes qui sont extrêmement différentes les unes des autres? D'abord, si Jeanne lit ces livres, c'est parce que... Parce que ce sont des femmes résistantes. Oui, mais surtout Jeanne donne à lire des livres que... Là, c'est Brigitte, pour le coup, je crois, qui offre. Mais ce sont des femmes qui ne sont pas les mêmes et qui ne sont liées que par un problème qui est la maladie. Et moi, je voulais leur trouver d'autres liens, que petit à petit, elles soient liées par d'autres choses, par les problèmes des enfants, par les hommes qui se sont comportés comme des soudards, etc. Mais le livre, moi, ce qui m'a bouleversé, c'est que il y a des femmes comme ça qui, c'est pas leur première chimio, c'est leur troisième, quatrième, cinquième, et qui aident les filles qui arrivent pour la première fois. C'est-à-dire, elles leur demandent si elles ont à boire ou pas, et elles leur offrent de l'eau si elles en ont, et elles leur demandent si elles ont quelque chose à lire ou pas. Parce qu'une chimio, ça dure 4 heures, et il y a des femmes qui arrivent un peu comme ça, et il y a des livres qui restent sur les tables en chimio à l'hôpital, et pour que d'autres les prennent. C'est-à-dire que les mots se passent comme le petit clin d'œil, comme la petite main sur l'épaule. C'est-à-dire que la vie continue. Et le livre prouve que la vie continue par d'autres mots, par d'autres personnes, par d'autres histoires. Et c'est extrêmement important. C'est-à-dire que on s'offre ce qui résonne le plus. Et moi, j'ai trouvé incroyable que des femmes en chimio s'offrent des choses pour passer ces 4 heures. C'est comme si des marins partaient en mer et que brusquement, on se rend compte que le mousse, il n'a pas pris de pain, le mousse, il n'a pas pris de je sais pas quoi, et on lui offre tout. Comme si partir en chimio, c'est comme partir au large. D'ailleurs,
C'est ce que Brigitte la Bretonne dit, c'est on part au large. C'est une campagne, comme une campagne de pêche de 4 heures, qui va être lourde, qui va être dure, mais tant qu'on est au large, on est solidaire. C'est une fois que l'on est à terre que s'il y a un problème, on le résout, mais pas au large. Alors, est-ce qu'on peut, comme on parlait tout à l'heure, lire un petit extrait d'abord pour qu'on ait une idée du texte et du style, et surtout là, c'est un passage que très beau, très intéressant. C'est le moment où finalement Jeanne prend conscience qu'elle est une combattante. Bon, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter avant, si c'est mieux. Le moment où elle sent que sa peau se durcit. La lecture ne dérange personne, ça va? Non, je sais pas, parce que c'est pas une tradition très française, c'est très anglo-saxon, mais c'est pas très français, c'est pour ça. Jamais je n'avais réagi comme ça. Je me sentais à la fois fragile et incassable, invincible et mortel. Le camélia, donc le camélia, c'est le nom qu'elle a donné à son cancer. Le camélia avait tanné ma peau de rousse en cuir épais. Déraciné par le scalpel, il avait arraché un peu de mon cœur, une brisure. Celle qui ne sert pas à grand-chose, à être polie, convenable, respectable, décente, conforme à ce que Matt et le monde autour attendaient de la petite Jeanne. Le cancer m'avait fait presser, vivante, rugueuse aussi. Ma priorité était d'arriver jusqu'au matin suivant. Je ne m'excusais plus. Je ne saluais plus les réverbères. Je ne baissais plus les yeux devant le regard chien d'un homme. Je marchais dans la rue, en turban, mais la tête haute. Mon corps était fourbu, mais je bouffais la vie. Pour la première fois depuis mon enfance et la mort de mes parents, je me suis remise à siffloter sur les trottoirs. Jeanne sifflote. Ma femme a se mis à siffloter sur les trottoirs. Alors, vous nous avez... C'est pas son genre. Vous nous avez expliqué tout à l'heure tout à fait le plan de... Enfin, vous découvrez ça, le livre, mais la préparation du casse avec tout le plan de la... Parce qu'elles font une maquette avec le plan de la place Vendôme, etc. Mais alors, moi, il y a une chose qui m'a intrigué. Je me suis demandé comment vous l'aviez inventé ou si vous êtes inspiré de quelque chose et qu'il y a une idée romanesque géniale. C'est qu'il y a eu une des filles qui elle trouve un subterfuge et elle se déguise en princesse du Qatar, je sais pas. Et avec sa secrétaire qui la suit à 5 pas derrière pour repérer les lieux et préparer donc Comment est-ce que... C'est ça, moi je suis en train de choisir une bague pour ma femme, donc je fais comme si je photographiais la bague, en fait je photographie les caméras, je regarde à droite, à gauche, etc. Et tout d'un coup arrivent 2 dames d'Arabie Saoudite ou du Qatar et une vendeuse arabe, une vendeuse algérienne, arrive, ahlan wa sahlan, leur souhaite la bienvenue et commence à parler en arabe. Je me dis waouh. Et brusquement, c'est-à-dire que elle demande à voir des colliers, etc. Et tout le monde s'empresse. Je me dis, ben voilà. Il y a Asia, qui est l'une des 4. Je pense qu'elle fera plus d'effet en princesse du Golfe que ma petite Brigitte. Voilà. Et donc, d'abord, je repère ça. C'est-à-dire que je sais 2 choses. Maintenant, je sais qu'il y a une vendeuse qui parle algérien. Et d'ailleurs, la fille du Qatar lui fait remarquer qu'elle avait un accent. Mais je sais que c'est possible. Donc je sais qu'après, évidemment, il y a une vendeuse japonaise, chinoise, etc. Mais est-ce que cette vendeuse parlant arabe existe? La réponse est oui. Et donc je viens de trouver mon cheval de Troie. Donc après, le Ritz, etc. Mais d'abord, je tombe sur elle. Ensuite, chaque geste que je fais, je le garde pour moi. J'ai une bague ici, une petite bague irlandaise, qui s'appelle une Claddagh. Et j'étais en train de regarder les bagues. La vendeuse voit ma Claddagh, me dit, est-ce que je peux la voir? Je lui donne, je lui mets en main. Elle appelle une de ses assistantes pour la nettoyer. Je ne savais pas, moi, ça. Sauf que là, maintenant, je sais que quand Asia va venir, ça serait bien qu'elle ait une bague de prix extrêmement chère qu'on va nettoyer en coulisses.
et qui va faire tomber la méfiance du magasin. Si elle porte cette bague extrêmement chère, c'est qu'effectivement, elle peut faire un achat extrêmement cher aussi. Si cette personne ne m'avait pas proposé de nettoyer ma bague, comment je pouvais imaginer que dans un tel établissement, je sais qu'on vous donne un petit café lorsque vous arrivez, mais comment je pouvais imaginer qu'on vous nettoie la bague? Je ne pouvais pas. Tout ça, ça rentre. Au fur et à mesure que je parle avec la dame, autre chose, je prends la bague à un moment donné, je me lève et je vois tout de suite le vigile se mettre dans le coin de la porte. D'accord? Pour moi, c'est extrêmement important parce qu'Asia va le faire. Ensuite, je la regarde à la lumière du jour. Je lui rends, et elle me dit tout de suite, belle pièce, hein, et hop, elle chausse son truc pour voir si par hasard le prestidigitateur n'aurait pas joué un peu avec ça. Tout ça, je ne peux pas le savoir. Je ne peux pas l'imaginer. Donc là, je suis le journaliste qui fait son enquête pour accumuler les renseignements. Et ce qui est génial, je suppose que ça ne vous a pas échappé, mais en tout cas, ça vous a échappé. Malheureusement, aujourd'hui, il y a Internet, vous retrouverez. C'est comme ça. Au mois d'août, fin août, donc non, fin juillet, mon livre n'est pas sorti. Ouf. Non mais vous devez pas. Ouf. Je vois dans le Parisien une fausse princesse arabe se fait remettre des bijoux dans une joaillerie de la place Vendôme. Et là je me dis hop, sauf que, et ça j'aurais jamais pu le faire, jamais. Je serais arrivé avec cette idée chez Grasset, il m'aurait dit tu rigoles, il m'aurait dit non. Elle avait remplacé les diamants par des bouillons cubes. Et ça, c'est la réalité. Je serais allé chez mon éditrice avec les diamants remplacés par des bouillons cubes, elle n'en voulait pas. Sauf que la réalité est encore plus belle. Donc voilà, je ne suis même pas allé au bout de ce qui aurait été possible. Mais pour moi, ce qui est important, et ce sont peut-être mes limites d'auteur ou de romancier, c'est que je suis obligé de faire en sorte que au moins tout le décor soit réel, soit exact, qu'on n'ouvre pas le sac, que ça soit vrai, qu'il y ait vraiment une bijouterie au premier étage, je vous rassure. Elle a réintégré la grande bijouterie, a réintégré Madame Figaro, j'adore. Il y a le nom de la bijouterie nulle part. Madame Figaro a dit une bijouterie que l'on reconnaît aisément. Je trouve ça, mais c'est magique, parce que eux, et comme ils se goinfrent de pu, évidemment, tout ça fait qu'une fois, j'ai besoin, moi, de savoir si on nettoie une bague, j'ai besoin de savoir si cette bijouterie existe, éphémère, existe au premier étage. J'ai besoin, comme font mes filles, de monter au dernier étage, parce qu'elles ne vont pas fuir par devant. Elles vont monter et attendre le dimanche matin. J'ai besoin de monter, moi, d'aller voir, et je vois effectivement des chambres, ou des chambres de bonne, j'exagère, place Vendôme, en tout cas, des locaux, dont un apparemment, et qui est tout en haut et fermé, avec des lettres qui passent par en dessous. J'en ai ouvert une, je le confesse, c'était des huissiers, je me suis dit, ce n'est pas une de plus, une de moins, il y en avait plein. Elle datait d'il y a 7 mois. Je me suis dit, ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce lieu est vide, mes filles vont se planquer là lors de la retraite. J'ai besoin que tout ça soit possible, soit exact, soit réel, pour faire entrer des personnages de fiction. Si j'ai pas ça, si j'ai pas ce socle-là, je suis incapable d'inventer quelque chose. Ce sont mes limites. Moi, j'ai oublié de venir au presse-papier pour décrire le presse-papier. Un vrai écrivain, entre guillemets, mais un vrai auteur, se donnerait le droit de dire qu'il y a de la moquette rouge, on peut dire au plafond. C'est pas un problème. Moi, je me l'interdis. Moi, j'ai besoin de venir dans les lieux, de parcourir tous les endroits, et une fois que tout ça est posé, une fois que tout ça est sûr, une fois que j'ai décrit Rome avec la petite rue et le petit restaurant, la petite trattoria quand on tourne à gauche après la petite église, et qu'il y a un petit restaurant avec une nappe à carreaux rouge et blanc, une fois que tout ça est sûr, je peux faire entrer un personnage de fiction, pas avant. Et une chose, excusez-moi, je fais une parenthèse pour revenir sur une de mes marottes, mais ce que vous venez de décrire, c'est exactement ce qu'écrit notre compère Aragon à propos de la Semaine Sainte. C'est-à-dire, il dit j'ai fait donner tout un tas de détails réels, j'ai bourré mon livre de... Je ne le dis pas comme ça, évidemment. Mon livre de détails vrais, de choses vérifiables, hein,
pour que ce qui est inventé paraisse vrai et paraisse... Il a raison, voilà. bien sûr. Et, Enfin, moi, j'ai appris qu'un historien irlandais avait travaillé sur le personnage de Tyrone Meehan, donc le traître de mes livres, en pensant qu'il avait existé. Et il a mis quelques semaines à se rendre compte que c'est un personnage de fiction. Parce que tous les lieux où Tyrone Meehan, en Irlande, depuis 1920, les combats qu'il avait faits dans telle caserne britannique, les armes qui avaient été... tout ça existait, avait existé, mais sauf que cet historien ne comprenait pas pourquoi cet homme qui avait un rôle majeur dans la brigade du Donegal de l'IRA était passé en dessous de ses radars. C'est pour une autre simple, c'est qu'il n'existait pas. Alors, il y a un dernier thème sur lequel j'aimerais revenir pour terminer peut-être l'entretien. C'est la question du jour d'avant. D'abord parce que cette expression, le jour d'avant, est récurrente. Enfin, elle revient plusieurs fois dans le livre. Le jour d'avant, c'est le titre du roman précédent. Hein. Et bon, je me suis demandé pourquoi. Il y a même un chapitre qui s'appelle Le jour d'avant, je crois, le jour d'après. Ouais. C'est pas seulement un clin d'œil, je pense, parce que il y a un lien, enfin, il y a en tout cas un point commun entre ces deux livres, c'est que d'abord, ils commencent un peu de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a un chapitre qui est daté, et ensuite on revient en arrière dans le temps, ce qui était la construction de la mise en intrigue, en tout cas Et du quatrième mur aussi. Oui. Et Georges va mourir sous les chars avant qu'on se retrouve. Et surtout, voilà. C'est tombé. D'accord. Pile. Bon. Et le dernier point commun, c'est que, comme dans le jour d'avant, il y a, on va pas vous dire quoi bien sûr, mais il y a un retournement de situation énorme dans ce livre, qui change évidemment tout ce qu'on a lu avant. Alors, ça, oui, mais le retournement de situation, c'est juste parce que moi, je me méfie des histoires trop belles. Voilà. Ça me gave, c'est-à-dire que je n'imagine pas mes 4 femmes qui réussissent leur casse, et puis après, et c'est formidable, et puis tout va bien, et puis non, je peux pas. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui est entre le gris clair et le gris foncé. Voilà, c'est toutes nos zones d'ombre. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est je ne pouvais pas faire 4 personnages frappés, en tout cas 3, frappés par le cancer, et le cancer donne forcément naissance à des gens bien. Je pense que quelqu'un qui est moche, le cancer ne va pas le rendre libre. Donc moi, ce que je voulais, c'était ça. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être angélique, il ne faut pas... Les histoires trop belles, je m'en méfie. Je me méfie des contes pour enfants. Ce n'est pas un conte pour enfants, c'est un conte pour adultes. Et dans le 4e mur, Michel nous racontait que Jojo, son frère, était mort à la mine, etc., dans la grande catastrophe et tout ça, alors qu'il était mort le jour d'avant. Et moi, ce qui m'importe, ce qui m'importe d'abord, c'est qu'on le croit, et ce qui m'importe, c'est que les mineurs que j'ai vus, quand j'ai eu l'honneur de lire un passage de mon livre à la commémoration de la grande catastrophe de Liévin du 27 décembre 1974. J'ai lu un passage de mon livre aux veuves, aux orphelins, etc. Et c'était un moment qui était bouleversant. Et que les mineurs, eux, viennent me dire « ton Jojo, mort le jour d'avant, eh ben nous, on le prend avec nous. C'est le 43e mort de notre mine. » Que eux le disent, moi je trouve ça formidable. Mais moi, j'ai pas le droit, à ce moment-là, j'ai pas le droit d'inventer un 43e, parce qu'il y a 42 morts. Donc inventer un 43e, ça veut dire me lancer dans une aventure où il faut que je frôle la vérité sans entrer dans le mensonge historique. Là, c'est autre chose. Là, c'était juste pour pas que, niaisement, ça se termine avec des
ballons, des langues de belle-mère, et qu'est-ce qu'on est heureuse, et en plus on va vaincre le cancer, yeah! C'est juste pas possible. C'est pas un film américain, c'est pas un livre américain, c'est pas Metro Goldwyn Mayer, c'est pas et puis le soleil montit dans le ciel et il pleut. Ça, c'est pas possible. Donc moi ce qu'il me faut, c'est qu'il y ait une tension constante, et que cette tension se dénoue de la façon la plus étrange qui soit, même s'il y a une trahison. Je suis hanté par la trahison depuis l'Irlande. Je suis entré par la trahison depuis que mon père mentait. D'ailleurs, pour ceux qui ont aimé ou qui ont lu ou qui liront peut-être Promotion du Père, je vous le dis, ça va être un film avec Benoît Poulvord dans le rôle de mon père. Ouais, je suis d'accord. Wow. Donc, cette trahison qui me hante, j'ai encore envie qu'elle apparaisse ici et là. Je ne suis pas sûr que j'en ai tout à fait terminé avec ça. Et ça, un autre avantage, c'est que d'une façon romanesque, c'est un rebondissement qui, moi, j'adore les rebondissements. Moi, j'aime pas le livre qui s'amène à la fin, puis dis mais j'ai perdu une page. Non, tu peux pas perdre une page. Et là, pouf, je suis pas en train de vendre. Hein. Je suis en train d'expliquer un processus. Ce qui m'intéresse là, c'est que quand ça se dénoue, on pense qu'on part en pente douce vers le bonheur. La réponse est non. C'est plus compliqué que ça. Bon. Et alors, une dernière chose que j'avais notée, c'est peut-être un détail, mais vers la fin du livre, Non, c'est bon. Vers la fin du livre, Jeanne, donc la narratrice, prend un taxi, va à Lyon, prend un taxi et se rend dans un cimetière pour aller sur la tombe de ce grand-père qui est pas, qui lui pose problème. Et alors à ce moment-là, il y a toute une énumération pendant qu'elle est dans le taxi, parce que le taxi lui parle. Oui. Il lui parle de sa femme qui elle-même a été malade, et puis il parle de la chaleur, etc. Enfin, il y a toute une... C'est la gêne qui s'installe, j'adore ça. Voilà. Mais la gêne s'installe quand elle enlève ça. Oui. Ma femme aussi, elle a eu ça, et puis ça, il fait chaud en ce moment. Hein. Moi j'aime bien ce moment où vous êtes très calme, et tout autour de vous, il y a une sorte de chose qui est en train de monter. Mon médecin m'avait dit cette phrase que je trouve super, vous verrez, votre cancer sont les autres qui en parleront le mieux. Essayez, je ne vous parle pas du cancer, vous avez une grippe, vous avez un rhume, essayez de dire à quelqu'un, un copain, une copine, quelqu'un normal, j'ai un rhume, vous verrez. Personne ne dira « Ah, mon pauvre », ils diront « Eh ben moi, hier, j'ai mon oncle, et c'est quelque chose d'absurde. » Personne ne s'intéresse à vous, personne. Vous êtes simplement la suite de la longue chaîne de tout le monde, de tous les gens qui ont un rhume. Le cancer, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce chauffeur de taxi qui est en train de paniquer, c'est parce qu'il a une femme qui est là, derrière d'un coup, tout d'un coup, il comprend, et donc il est obligé de parler de sa femme, etc. Exactement comme la maquilleuse. Jeanne fait comme ce qu'a fait ma femme, elle s'est fait maquiller et elle s'est fait coiffer et elle a pris une photo d'elle avant la chimio. Et quand elle a commencé, la maquilleuse a commencé à gna 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 gna, les petits trucs de maquilleuse comme ça, et ma femme dit n'importe comment, c'est juste pour une photo, j'enlèverai tout ça après. Ah bon, mais pourquoi? Et alors elle lui explique, un peu brutalement, parce que... Et là, la maquilleuse, moi j'ai des ballonnements, elle a commencé à parler de son transit et tout, et c'était juste, et c'est au bout d'un quart d'heure, c'est ma femme qui la rassurait, et je trouve ça, mais en même temps c'est émouvant, et moi je tenais à ce que toutes ces petites choses-là soient dans le livre, parce que c'est un théâtre d'observation, c'est un poste d'observation qui est extraordinaire. Moi, il y a juste, encore, parce que pour moi c'est bouleversant, il y a quelques jours, je sortais de la clinique, il se trouve qu'il faut que j'y retourne, mais je croise un copain qui ne savait pas ce qui m'arrivait, un copain, et je le croise, alors, t'étais où? Je lui explique ce que j'ai, il fait un pas en arrière. Mais c'était pas fait exprès, mais il fait un pas, et je lui dis, tu sais, ce n'est pas contagieux. Il dit, pourquoi tu me dis ça? Tu as fait un pas. Mais non, si, tu as fait un pas en arrière. C'est quelque chose de... Les amis sont moins là. Les copains sont plus là. Enfin, tout ça, je voulais que Jeanne et les filles le vivent pour enfin vivre.
Et alors, donc, je reviens sur cette fameuse énumération parce qu'elle m'a fait penser à un autre passage, enfin d'un autre livre, parce que cette énumération là qui se passe dans la chaleur, dans un taxi, etc., et qui se termine en fin de compte, la phrase se termine quand ils arrivent au cimetière. Oui. Eh bien, ça m'a fait penser à la scène où Meursault, dans L'étranger de Camus, je ne sais pas si vous êtes souvenez de ça à ce moment-là, prend le car pour aller, vous savez, aller à l'hospice où sa mère est morte. Et la phrase est pareille, c'est-à-dire c'est toute une accumulation comme ça. Il dit parce qu'il y avait la chaleur, parce que j'avais dû marcher, parce que j'avais beaucoup transpiré, parce que j'avais bu du café au lait. Et à la fin, il dit, et c'est pour ça que je me suis endormi. D'accord. Et c'est au moment où il arrive au car. Enfin, ça m'a fait penser à ça. D'accord. Bah, c'est pas mal. Je pensais à ça. Pour en bonne compagnie. Parce que j'ai une question qui est derrière. Ah, pardon. Et je me demandais si c'était parce que, mais apparemment, vous n'aviez pas fait comme ça, mais pas quand même, si ce n'était pas finalement un livre qui raconte l'histoire de femmes qui d'abord sont étrangères à elles-mêmes et qui se retrouvent, se fabriquent. Oui, mais moi je ne l'ai pas compris en l'écrivant, c'est des femmes qui l'ont lu, qui me l'ont expliqué. Je sais que j'ai fait une signature à l'hôpital à la Pitié-Salpêtrière pour Octobre Rose, et ce sont des femmes, des lectrices malades, qui m'ont expliqué que ce qui était intéressant pour elles, comme dans le livre, c'est que ce sont des femmes révélées. Mais moi, je l'ai pas vu comme ça. J'ai plus vu des femmes qui changeaient, et elles m'ont dit non, ce ne sont pas des femmes qui changent, ce sont des femmes qui retrouvent ce qu'elles sont vraiment, avant qu'elles soient écrasées par la société ou par l'homme, et que ce sont des femmes petites filles, comme si elles n'avaient pas souffert, mais qu'elles avaient vécu. Je trouve, enfin moi et j'aime bien quand on m'explique ce que mon livre veut dire, parce que non mais c'est vrai, je trouve ça émouvant. Vous êtes bien tombé sur Nicolas. Hein. Bah oui, je suis bien tombé. Et alors, avant de passer aux questions, parce que je suppose qu'il va y en avoir beaucoup, en forme de conclusion, je voulais tout simplement vous poser une question qui est peut-être un peu plus discrète ou personnelle. Il n'y a pas de question ici. Qu'est-ce que l'écriture de ce livre vous a appris peut-être d'abord sur vous et peut-être aussi sur les livres précédents que vous avez écrits. D'abord, ce qui est important, c'est que c'est le seul livre que j'ai eu peur de ne pas terminer, puisque je l'ai écrit à l'hôpital et voilà, je n'en savais rien. Et ce qu'il m'a appris, c'est que... Enfin, moi, c'est le premier livre de tout ce que j'ai écrit que je prends comme une preuve de vie. Comme une preuve de vie. Voilà. Les autres, non, parce que les autres, c'est une preuve que je suis rentré de guerre pas trop fou, pas trop malade, preuve que je suis en train de survivre tout doucement à la trahison. Mais pour moi, ce livre-là, c'est la preuve que je suis là. Et c'était pas gagné. Et que ma femme est là aussi. Et c'était pas gagné. Le fait qu'on soit là ensemble, c'était pas gagné. Et ça, c'est un peu... c'est comme une preuve. C'est une photo à un instant T du fait qu'on s'en soit sorti et qu'il n'y a pas de retournement. À la fin. Là, pour une fois, c'est simple. C'est une histoire belle et pas trop belle. Voilà, on va faire de votre vie un film américain. Non, parce que ça fait en tout cas, pour moi, ce qui est vraiment important, je le redis encore, c'est que ce n'est pas un livre sur le cancer. C'est un livre qui a été écrit, dicté par lui, mais c'est un livre pour s'en moquer. C'est un livre non seulement pour le combattre, mais pour s'en moquer et pour le renvoyer comme un rat dans sa tanière. Si toutefois les rats ont une tanière, ce que je ne crois pas. Dans son égout, voilà. C'est ce que je cherche. Alors, des questions. Oui, madame. Moi, je voulais vous demander, le personnage de Mélodie, Oui. qu'est-ce que vous pouviez montrer? Qu'on peut être cancéreuse et salope? Alors, comme vous y allez. Non, mais Mélodie m'a servi, donc nous parlons de la trahison. Vous l'avez compris, il ne faut pas trop en dire, mais
Mélodie, elle m'a servi à plusieurs choses. La première, c'est que l'histoire soit moins simple qu'elle n'y paraissait. Ça, c'est la première chose. La deuxième, elle m'a servi à faire qu'on lui pardonne. Et que les filles lui pardonnent. Et ce que je veux, et c'est pas simple, mais ce que je veux, alors sauf Assia qui n'est pas au courant, elle est, heureusement pas parce qu'elle l'aurait tué, mais en tout, ah là là j'en dis trop. Mais en tout cas, ce qui était important pour moi, c'est que Mélodie, c'est notre part, c'est notre part d'ombre. Mélodie, moi je n'en veux pas. Mélodie, je suis juste triste pour elle, mais elle se retrouve avec un ours comme une croix au Golgotha, à la fin, qui est pour moi, c'est sa punition. Donc le mot salope ne m'a pas effleuré. Ce qui m'a effleuré, c'est une pauvre petite fille paumée, sans grand intérêt, un petit voyou, qui mériterait d'être un garçon, et qui, pour moi, aide à mettre en place, pour les autres, en tout cas pour deux autres, Jeanne et Brigitte, qui aident à mettre en place l'entrée en pardon. Et pour moi, c'est-à-dire que ces deux femmes-là, Brigitte et Jeanne, font quelque chose qui ne leur ressemble pas. Je ne pense pas que sans le cancer, elles auraient pardonné. Grâce au cancer, elles l'ont fait. Parce que leurs priorités ne sont plus les mêmes. Vous comprenez maintenant. Voilà. Mais non, je ne voulais pas du tout dire... non. Mais je voulais que ça soit moins simple que et tout se termine dans les barbes à papa et les ballons multicolores. Bonjour, moi ma question c'était pas vraiment une question sur le livre. Je vous en prie. Dans un premier temps, c'est plus une question pour vous sur votre métier, en fait le métier de journaliste. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui pour moi qui fait partie d'une génération un peu désabusée parce qu'on voit à la télé, un peu choquée parce qu'on peut voir. Vous avez fait du journalisme. La télé ou le journalisme, parce que c'est... Le journalisme qu'on C'est voit à la télé. un début de réponse. Voilà, c'est un début de réponse, je pense aussi. Vous avez fait vraiment du journalisme pour le coup qui a été, je ne sais pas comment le qualifier, extrême, parce que vous avez été dans des endroits qui étaient plutôt dangereux, vous avez été dans des situations dangereuses. Aujourd'hui, on voit, je ne sais pas si vous avez vu le scandale qui est en ce moment avec une journaliste sur un plateau télé qui a eu des mots un peu durs envers une femme. Très dur. Des mots horribles. Des mots horribles. Et Je pense pas que ce soit une... moi, j'ai un ami qui a fait une école de journaliste, Oui. qui aujourd'hui qui a un talent immense et Oui. qui aujourd'hui est coincé parce qu'il ne trouve aucune opportunité. Oui. Et je trouve ça assez incroyable Moi aussi. qu'on puisse laisser passer des personnes comme ça à la télé alors qu'on a des super journalistes en France et que c'est l'image qu'on a. Je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Et écoutez, moi, ce que je peux vous dire, j'ai 67 ans, je suis rentré à Libération, j'avais 21 ans. Pas parce que j'avais fait des écoles de journalisme, mais parce que ce journal, on l'a créé. Donc, moi, je n'ai jamais fait d'études pour être ça. Nous, à Libération de l'époque, on pensait qu'il y avait, et ce qui était vrai, il n'y avait pas de journaux pour les jeunes à l'époque. Il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, il n'y avait absolument rien du tout. Et c'est un temps qui était béni, si je puis dire. D'abord parce que le journaliste n'était pas haï, parce qu'il servait à quelque chose, c'est-à-dire que c'est terrible. Vous ayez à la campagne, frappé à une porte, demander à des gens qui venaient de perdre leur enfant, mort dans une catastrophe, etc., de parler de leur enfant on vous accueillait. Maintenant, c'est le fusil qui vous accueille. Parce que la profession, elle s'est dévoyée. Il y a toujours des gens qui sont formidables, vraiment. Mais, comment dire, il fallait attendre le journal pour savoir ce qui s'était passé quelque part. Aujourd'hui, c'est pas à vous que je vais dire. À quoi est-ce qu'on sert du coup? Donc, le journaliste d'information qui vous expliquait qu'il y avait des avions qui étaient rentrés dans des tours à Manhattan, ce journalisme-là n'existe plus, puisque vous les voyez en direct sur vos portables, etc. Vous les voyez entrer dans les tours. Donc, le journaliste écrit, notamment, a été obligé de repenser. Il n'informe plus,
il analyse, il réfléchit. Et moi, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, j'en suis... Enfin, sauf que le journaliste de presse écrite qui est en ce moment avec les Kurdes, où il n'y a personne, il est dans un lieu dont personne ne parle. Lui, Oura, héros. J'aime énormément ce que lui fait. Mais c'est extrêmement rare. C'est-à-dire que, comme nous sommes entrés dans un journaliste où le premier, il faut que tu parles le plus vite possible. Dupont de Ligonnès, c'était extraordinaire. Personne n'a tort et tout le monde a tort. Quand 5 flics, pas 1, pas 2, pas 3, 5 flics, des hauts placés te disent, c'est lui. Tu fais quoi? Il dit, ouais d'accord, il y a 5 flics dont des hauts placés qui me l'ont dit, mais peut-être que je pourrais téléphoner en Angleterre. La réponse est oui, tu aurais dû téléphoner en Angleterre. Mais tu ne te dis pas. Tu as ça, tu balances, tu as tort. Et ça, après, c'est ouais, les journalistes, c'est tous les bruits, etc. Mais sauf que là, tu es pris dans un truc qui fait que même les courants habituels d'information ne fonctionnent plus. C'est le premier qui sort le truc qui a raison. Et si il a tort, on oublie. C'est-à-dire que pour Dupont de Ligonnès, je crois, à part l'AFP peut-être, ou je sais pas, qui s'est excusé? Personne. Ouais, mais donc voilà. Et les écoles, ben moi je continue de dire à des jeunes, faites ce métier parce qu'il est magnifique, parce que c'est un métier qui est, pour moi, ça reste le plus beau, mais pas peut-être pas à la télé, je pense pas qu'on parle de la même chose. C'est cette fille qui a dit ça, je sais pas si elle est animatrice, présentatrice, journée, je sais pas. C'est une chroniqueuse, c'est quoi? Mais c'est quoi les chroniqueurs? Ils chroniquent quoi? Ils sont assis, c'est quoi? C'est tout. Ah, je supporte pas. Non, je supporte pas, mais moi, je viens d'un vieux pays, comme on aurait dit. Moi, je viens d'un vieux pays où même dans les journalistes de guerre, moi, j'étais donc journaliste de guerre, on se retrouvait sur un front, il y avait ensemble, il y avait le Figaro, il y avait Le Monde, il y avait le Parisien, il y avait Libération, etc. C'était étrange, il n'y avait même plus de gauche et de droite. Tu avais que des gens qui essayaient de restituer au plus juste ce qu'ils ont vu. Et après, à Paris, tu avais les titres qui changeaient selon les journaux, etc. Donc si tu veux, moi je viens d'un lieu où le journalisme, il était écouté, il était cru. On croyait ce qu'il écrivait. Maintenant, et c'est vrai, la première chose, lorsqu'on parle du journalisme, et les jeunes, quand je vais dans les lycées, c'est la même chose, ils me parlent de la télé. J'ai beau dire, mais c'est pas ça. Ben si, c'est ça, c'est des journalistes de guerre envoyés je sais pas où, mais moi, je suis pas un éditorialiste. Il y a un jour, pour me faire de la peine, alors qu'il m'a fait un plaisir fou, il y a un rédacteur en chef, il m'a dit il y a 2 sortes de journalisme. Le journalisme du savoir et le journalisme du regard. Toi, c'est le journalisme du regard. Mais ça m'a fait un bien fou. Moi, je ne sais pas. Moi, quand je partais à la guerre en Irak avec les troupes irakiennes qui luttaient contre les Iraniens, je ne savais pas. Je ne savais pas à quoi je m'attendais. Je ne savais pas ce que j'allais trouver. Je ne partais pas avec... Alors bon, je vais faire entrer dans ma case ce que je crois avant même que je parte. L'éditorialiste, c'est ça. C'est-à-dire qu'il est... c'est terrible. C'est-à-dire que il savait avant d'apprendre l'information. Les informer. Tu sais, ces gens sur France Info qui parlent de tout, de rien. Quel que soit le sujet, ils ont un avis. Je rêve du jour où un type dira « je ne sais pas ». Je rêve de ce moment-là. Il n'y a pas. Et donc moi, je suis du journalisme du doute. Le journalisme qui nous obligeait à y aller, à trouver, à chercher, à réfléchir, à revenir. Mais on ne partait, quand on était déboussolé, quand on était bousculé par ce qu'on voyait, c'était un bonheur. Parce qu'on revenait avec des idées qui n'étaient plus les mêmes. Ce journaliste-là, il n'existe plus. Il n'existe plus. Alors qu'il devrait. Alors qu'évidemment. Et si je peux terminer, tout à l'heure vous disiez que vous aimiez beaucoup quand on avait une autre compréhension de votre livre. Moi personnellement, la compréhension c'était il y a une quinzaine d'années. Malheureusement, j'ai un membre de ma famille qui a été touché par ça, qui s'en est pas sorti, c'était au Portugal, où les hôpitaux sont pas du tout comme vous l'avez écrit dans votre livre. Et votre livre, il m'a fait prendre confiance avec les hôpitaux français, me dire qu'au final, il y a des gens bien, on peut s'en sortir de ça, et voilà. Et je ne suis pas payé par les hôpitaux de Paris. Non, je sais. Mais voilà. Non, enfin moi, je veux dire que c'est un truc tout bête. Hein.
Mais quand on est opéré, enfin moi j'ai été opéré avec un robot, vous savez maintenant c'est les robots. Da Vinci, j'ai été opéré avec un robot, j'ai été hospitalisé pendant près de 25 jours, je ressors de là, je n'ai pas payé un centime. N'oublions jamais. N'oublions jamais. N'oublions jamais. Je veux dire, voilà, après, ouais, la France, ok. Oui, pardon. Moi, je voulais juste poser une question par rapport à un livre qui m'a beaucoup touché, qui s'appelle La promesse. Une promesse. C'est important. Oui, pardon. Parce que moi, je vais vous dire pourquoi c'est rigolo. La promesse, c'est un film des frères Dardenne. Ah, bien sûr. Et donc, on m'a interdit de l'appeler comme ça pour pas qu'on croie que le film était tiré de mon livre. Ah oui. Vous voyez. Donc, une promesse, je suis désolé. Et donc, ce livre, Une promesse, qui m'a beaucoup touché, que j'ai trouvé magique. Comment vous le situez dans toute votre production? Parce que vous parlez beaucoup de guerre, beaucoup de choses comme ça. Et ce livre, il est. C'est un ovni. C'est un ovni. C'est un ovni. Non, c'est un ovni. Oui, c'est vraiment quelque chose que j'ai adoré, les livres sur l'Irlande, etc. Mais celui-là, il est particulier. Mais vous avez raison, mais c'est un ovni. C'est-à-dire que j'ai écrit le Petit Bonzis, le tout premier, sur qu'est-ce que c'est qu'être un enfant bègue, etc. Voilà. Et après, je me suis dit, tiens, si je faisais un roman pur. C'est-à-dire que je suis un peu dans les personnages, mais cette vieille histoire d'amitié, d'âme, de Bretagne, etc. Voilà, ce roman-là, il a été sauvé par le prix Médicis. Ce roman, il était mort. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que cette histoire d'âme? Ça se passe où? En Mayenne, c'est quoi ce machin, etc. Ce roman était mort. Le prix Médicis le sauve, donc j'ai pu en faire d'autres. Et au moment où je terminais ce roman-là, il y a la trahison en Irlande. Et depuis, je ne suis plus retourné dans cette zone romanesque-là, et je passe mon temps à rapiécer les problèmes que j'ai eus jusqu'au cancer aujourd'hui. Moi, j'ai un rêve, c'est de retourner dans ces zones de rêve-là, mais ça va, si je fais ça, ça ne va pas être facile. Mais c'était magnifique. Oui, mais c'est pas facile. C'est pas facile, et moi, il y a des gens qui l'ont lu après le quatrième mur, ou après, voilà, oui, tout à fait. et des gens m'ont dit, ah mais c'est hyper lent, là, on se demande ce qui se passe, ouais, oh là là, puis alors sur le deuil, et, oui, mais donc voilà, donc je le vis véritablement comme le pur roman littéraire de fiction que j'ai pu écrire, sans être, à part la terre de Mayenne que j'aime, mais c'est mon seul lien. Il ne répond à rien d'autre qu'à l'envie de décrire des personnages avec de la fraternité qui me manquait au moment où je l'écris. Il faut le faire, hein, parce que... Ben, ça y est, il est fait. Ah oui, vraiment, c'est un grand moment. Merci. Merci. Et mon traître, alors. Ben, Mon traître. Parce que Je sais que vous l'aimez. Parce que c'était mon traître. Beaucoup de tendresse pour la bonne. J'ai beaucoup de tendresse pour mon... Ouais, parce que le temps est en train de passer, parce qu'il a été... Il est mort le 4 avril 2006, donc voilà. Je ne lui ai pas pardonné, c'est pas le problème. Hein. Non, bah, d'abord il n'a pas demandé, mais il n'a pas eu le temps. Mais voilà, c'était un traître, et c'était un ami formidable, un père de famille formidable, un copain, mais c'était mon traître. Sa femme aussi. Et sa femme aussi, bien sûr. Et c'était mon traître. D'abord, je ne l'ai pas appelé Denis dans le livre, Tyrone Meehan, c'est-à-dire que c'est pas un livre sur... Ça, c'est pas un livre sur le cancer, c'est un livre à cause de lui. Et mon traître, c'est pas un livre sur Denis, c'est un livre à cause de Denis. C'est bizarre comme parallèle, mais c'est ça. Et moi, je n'ai absolument pas voulu donner... J'ai pas voulu faire un livre sur lui. Moi, ce que j'ai voulu faire, c'est un livre sur les mécanismes de la trahison. Ce que c'est qu'être trahi et ce que c'est que trahir. Puisque dans Retour à Quilibec, je suis Tyrone Meehan. Donc, mais oui, c'est mon traître, parce que c'était mon traître à moi. Ouais. C'était leur traître à eux, évidemment, mais c'est mon traître à moi, et c'est aussi ma part de trahison. J'étais déçue par la bande dessinée qui a été faite. Ah, mais je l'aime bien. Ah, vous avez j'étais déçu. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'ai pas retrouvé. Ah oui, mais ça, c'est... Est-ce que vous aviez vu la pièce de théâtre? Oui, Une merveille immense.
immense. Ça, c'est... Enfin bon, mais est-ce moi... qu'on Serge, est-ce qu'on se remet de la trahison? Non, jamais. Jamais. Non, on en fait un cancer. Non, du tout. Non, Parce non, que moi, finalement, c'est Non, du tout. très émouvant ce que vous dites à propos d'une promesse, justement, parce Oui. que c'est vraiment ça, le basculement, c'est mes c'est la frères. trahison. Et ensuite, Ah non, cette trahison qu'on retrouve tout au long de votre oui, c'est ça. œuvre, Et même là. Et même là, c'est-à-dire que je suis pas guéri, quoi. Non, c'est ça. Non, c'est très compliqué. Et en même temps, c'est mon socle. Enfin, moi, dans Profession du père, ce père qui trahit son fils en mentant sans cesse, c'est des choses qui me hantent. Et je vais avoir du mal à m'en défaire. En même temps, le quatrième mur, le jour d'avant, sans le retournement, ou ça sans retournement, Oui. voilà. Ben, il reste un livre, mais il reste pas cette volonté de... Oui, c'est ça qui est formidable dans tout ce qu'on lit, c'est qu'il y a un livre, une tension romanesque, Ouais. mais il y a aussi une fin qu'on attend et toujours un retournement. Pas toujours. Enfin, pas toujours. Dans le mais quatrième souvent. mur, il meurt. Et il meurt Oui, bien. oui. Et je veux pas qu'il y ait de retournement. Non, bien sûr, non. Voilà. Mais Alors, Il y a une... Oui. non, moi, je suis bénévole dans un service de soins palliatifs. Oui. Et ce que je voulais vous dire, j'étais d'accord avec vous. Il y a beaucoup d'hommes, c'est courage, fuyons. Oui. Mais quand je vois des vieux couples, Mais absolument. eh ben, Il je reste- peux vous assurer, l'homme est là, il est présent. Oui, parce qu'il a besoin d'elle. Mais c'est parce qu'il a besoin d'elle. Mais c'est parce que c'est pas parce qu'il n'y a pas le choix. Il y avait, mais je les adorais. Il y avait dans un box, il y avait un couple, mais 70, 80 ans, c'était comme ça. Elle, chimio, comme ça, tricotait, et lui, il était devant la télé, il regardait la télé, ils avaient refait la maison. Mais où voulez-vous qu'il aille? Même qu'elle ait un cancer ou pas, qui veut lui faire son petit plat le soir? Voilà. Alors moi, Les illusions. Et il y avait une très belle phrase d'une femme, que je trouve cette phrase que j'aime, qui dit c'est marrant parce que quand les hommes perdent leurs cheveux, nous on reste. Et vers les autres, ils s'en vont. J'ai trouvé ça mais tellement joli. Et surtout que c'est pareil alors. Pardon? Parce que votre femme a eu un cancer, mais vous aussi. Alors vous êtes dans le même cadre, dans la même situation ou pas? Ah, nous, non, on aurait eu le temps de refaire notre vie. Nous, on sait. Pourquoi le petit vieux et la petite dame là ne s'aimeraient pas non plus? Ça dépend de l'âge. Il Ouais. faut quand même en sauver quelques-uns. Bien sûr. Alors, si c'était votre propos, la réponse est oui. Oui. Sauvons les petits. Voilà. Il faut en sauver. Mais c'est vrai que j'ai erré dans pas mal de services, etc. Et c'est vrai que les hommes n'étaient pas vraiment là. Voilà. Après, c'est... Ben, merci à vous.